Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, on va dire, une suite de ma dernière vidéo sur le programme d'assistanat à l'étranger. Et aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste la candidature pour pouvoir éventuellement accéder au poste d'assistant de langue française à l'étranger. Donc quels sont vraiment les critères, tout ce qui va être observé et pris en compte par le jury au moment de la sélection. Et donc voilà, dans cette vidéo, vous saurez un petit peu tout ça pour éventuellement postuler pour un poste si vous en avez envie. Alors déjà, donc au niveau du calendrier des dates pour ceux qui sont intéressés, sachez donc qu'il est encore possible de postuler pour des destinations puisque les candidatures ont ouvert, il me semble, le 6 janvier de cette année et vont se clôturer. Alors ça dépend des destinations, mais on va dire la date officielle pour un grand nombre de destinations, c'est le 10 mars. Et une fois ces candidatures déposées, le jury donc va avoir à peu près un mois pour sélectionner les candidats idéaux pour chaque destination et les réponses arriveront dans le courant du mois d'avril. Pour certaines destinations que je n'ai pas forcément en tête, mais j'ai vu qu'il y en avait certaines où les candidatures étaient prolongées. Alors ça peut être en été et il y en a même qui sont prolongées jusqu'à la fin de l'année parce qu'il faut savoir aussi qu'en fonction des destinations, vous n'allez pas commencer en même temps. La date de début du contrat n'est pas la même pour tout le monde. Pourquoi? Alors il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Par exemple, le fait que les calendriers scolaires diffèrent d'un pays à l'autre en fonction des climats. Je pense justement des pays d'Amérique latine avec le décalage horaire et le changement des saisons. Pour eux, en fait, la rentrée scolaire, elle est tombée plus ou moins en ce moment. En fait, je crois que c'est début février. Et les vacances d'été, enfin ce qui correspond pour nous aux vacances d'été, en fait, pour eux, elles tomberaient en décembre, en fait, en plein hiver. Donc il y a aussi voilà, ces changements qui font que comme les calendriers scolaires ne sont pas les mêmes, vous n'allez pas forcément commencer au même moment. Et donc c'est ce qui peut expliquer du coup en partie le fait que pour certaines destinations, comme vous commencez que l'année prochaine, il y en a où je sais que le contrat prend effet à partir de février ou avril 2027 et que vous avez une plus grande marge de temps, vous avez donc la possibilité de candidater pendant plus de temps. Mais donc voilà, sachez que quand même pour plus de la moitié des destinations, la date c'est le 10 mars, donc c'est-à-dire qu'il reste à peu près 2 semaines et demie, je pense, à la date où je publie cette vidéo pour postuler, mais c'est toujours possible. Donc voilà pour les dates et une fois donc que le jury aura pris sa décision, si vous êtes sélectionné en avril, vous aurez accès aux autres étapes et on vous indiquera notamment les missions que vous aurez à effectuer lors de votre séjour à l'étranger. Maintenant, donc quelles sont vraiment les étapes à suivre pour pouvoir déposer votre candidature? C'est une vidéo que je trouvais parfaite en ce moment puisque je suis justement en plein dedans, en plein dans la candidature. Au final, je ne sais pas si c'est le hasard de vous avoir tourné la dernière fois une vidéo sur l'assistanat parce qu'à ce moment-là, je commençais à en parler et à y penser et finalement, je me suis dit, allez, on se lance. J'ai du coup pris la décision voilà, de candidater. Est-ce que ça veut dire que je serai choisie? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien, donc j'ai quand même essayé de le faire. Donc au moins, pour y avoir passé quand même un certain nombre d'heures, parce que c'est assez long à faire, sachez que voilà, je tiens quand même à vous préciser à vous prévenir qu'il faut pouvoir y consacrer un certain temps. C'est pas un dossier de candidature qui se fait en 10 minutes où vous déposez votre CV, votre lettre de motivation, vos données personnelles et c'est bon. Non, il y a quand même beaucoup plus d'éléments et de pièces qui sont demandées. Donc, votre candidature, elle se divise en 5 étapes que j'ai sous les yeux pour être sûre de vous les dire dans l'ordre et de ne rien oublier.
Donc vous avez d'abord évidemment la première étape qui est normalement la plus rapide, c'est celle de vos données personnelles. Donc vraiment information de contact, nom, prénom, âge, date de naissance, des informations assez générales sur votre statut. Si vous êtes étudiant, donc on va vous demander un justificatif de scolarité. On va vous demander comme autre pièce justificative un document qui atteste de votre identité. Donc ça peut être pièce d'identité, passeport, etc. Attention, parce que je précise, je tiens à dire que j'ai eu pas mal de soucis pour compléter cette étape. En fait, vous ne pouvez pas forcément la compléter sur n'importe quel appareil. Je sais qu'au départ, j'avais essayé de joindre des pièces sur mon iMac et ça n'avait pas fonctionné. C'est uniquement sur l'iPad qu'ils m'ont laissé joindre les pièces. Et attention aussi pour joindre les pièces, comme très souvent lors des démarches administratives, vous avez un format et une taille à respecter, en sachant que la taille maximale c'est 1 MO, c'est très peu. Donc si votre fichier est trop lourd, vous avez la possibilité de le compresser. Il y a des applications pour ça, des fonctionnalités qui peuvent vous permettre de le faire, donc ne pas hésiter à compresser le document. Et si c'est plusieurs documents et que vous pouvez en joindre qu'un seul, dans ces cas-là, au contraire, allez fusionner. Vous avez là aussi des applications pour ça ou même des sites internet. Donc bon, je tiens à le préciser. Donc c'est vraiment la grosse difficulté que j'ai eue au départ et ça m'avait bloqué en fait pendant plusieurs jours à cause de ça. J'avais presque été démotivée, mais une fois que j'ai réussi à le faire, donc je suis passée à l'étape 2, c'était plutôt rapide. Étape numéro 2. Ma formation. Alors là, on en vient au cœur du sujet. Donc là, vous allez devoir en fait parler de votre parcours académique, clairement. C'est-à-dire toutes les études, formations que vous avez suivies, en sachant que cela commence avec les études secondaires, donc vous pouvez ajouter un diplôme de brevet, un diplôme de bac, général, professionnel, ce que vous voulez. Et après, vous avez les études supérieures. Donc là, ça va être les licences, ça va être les masters et éventuellement doctorat. Donc voilà, tout ce que vous aurez fait, évidemment, il faut l'inclure parce que ça ne peut que augmenter les chances que vous soyez pris et accepté par le jury. Donc pour ma part, voilà, j'avais mis en fait tout mon parcours jusqu'au master. Et même si je n'ai pas encore terminé cette dernière année de master, je l'ai quand même aussi ajouté pour montrer que voilà, c'est quand même une année en cours et que je suis justement en train de la finaliser. Donc voilà. Et bien évidemment, donc pour cette étape, vous allez devoir joindre les diplômes et résultats pour chaque licence, pour chaque étude que vous avez faite. Donc moi j'avais ajouté mon diplôme de bac, il me semble que j'avais ajouté le diplôme de licence et le diplôme de première année de master, puisqu'on a eu un diplôme de certification à la fin de la première année de master. Donc voilà. Voilà donc pour ça, c'est vraiment une étape sur votre formation. Ensuite, l'étape 3, qui est peut-être celle qui nous intéresse le plus, c'est le moment où vous allez choisir la destination qui vous donne vraiment envie. Alors, contrairement à ce que je pensais, sachez donc que vous avez la possibilité de choisir 2 destinations. Vous avez tout d'abord la destination principale qui va être en fait la destination, on va dire, comme son nom l'indique, qui est en priorité par rapport à la destination secondaire. Si la destination principale est acceptée par le jury, automatiquement la destination secondaire est supprimée. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, vous n'allez pas pouvoir choisir entre votre destination principale et secondaire si vous étiez accepté dans les deux. Si vous êtes accepté dans la première, c'est soit vous l'acceptez, soit vous la refusez, mais vous ne pouvez pas choisir avec la destination secondaire. Autrement dit, la destination principale, c'est vraiment la destination que vous voulez absolument. La destination secondaire, on va dire, c'est le plan B si vraiment la destination principale ne peut pas être acceptée et ne peut pas être prise en compte. Maintenant, pour chaque destination, donc 2 au total, 2 pays a priori, vous avez la possibilité de donner 3 vœux régionaux. Et là, en fonction du pays, il y a 2 possibilités. Soit vous allez pouvoir choisir une ville, donc c'est-à-dire qu'un vœu régional correspond à une ville, soit ce sera plutôt une zone ou une région.
Par exemple, je sais que pour l'Argentine, on vous demande de choisir des villes. Donc vous pouvez choisir la ville de Buenos Aires, vous pouvez choisir la ville de Mendoza, la ville de Salta, la ville de Córdoba, des villes. Alors que pour d'autres pays comme la Colombie par exemple, vous ne pouvez choisir que des zones. Par exemple, la zone des Los Andes, la zone du Caraïbe, la zone du Pacifique. Et là, évidemment, dans une zone, vous avez beaucoup de villes différentes et c'est des zones qui sont assez grandes, donc on peut quand même vous envoyer dans des villes assez différentes. Maintenant, quand vous avez choisi vos vœux, donc il faut cliquer pour valider, on va vous poser quelques questions par rapport à vos préférences. Par exemple, on va vous demander si vous préférez être envoyé plutôt dans une zone rurale, dans une ville moyenne ou dans une grande ville. Justement pour éviter que si vous avez demandé une zone tout entière, vous ayez quand même la possibilité d'être dans une grande ville, si c'était vraiment votre désir. Par exemple, en Colombie, dans la zone des Andes, il y a beaucoup de villes. Il y a Medellín, il y a Bogota. Peut-être que vous voulez juste être à Bogota. On va peut-être pas vous envoyer là-bas, mais si vous dites que vous voulez être dans une grande ville, du coup, ça restreint quand même beaucoup plus le cercle et vous avez plus de chances d'être accepté là-bas. Donc on vous pose certaines questions et des questions un petit peu plus supplémentaires du style est-ce que vous êtes motorisé, est-ce que vous avez déjà un logement sur place, donc plus à titre informatif. Voilà donc pour cette étape. Étape numéro 4, c'est l'étape que je n'ai pas encore validée personnellement, c'est l'étape qui me manque et qui est la plus difficile, qui demande un peu de temps. C'est celle où vous devez choisir un professeur qui se propose de vous évaluer en vue d'avoir un entretien. C'est un professeur, donc, alors, si vous n'avez pas forcément de professeur en tête qui pourrait vous recommander, qui pourrait vous soutenir pour ce projet d'assistanat, vous avez une liste de professeurs qui est automatiquement proposée en fonction des destinations que vous avez choisies. Pour mon cas, donc j'avais une liste de 20 professeurs, dont seulement un, je crois, qui avait l'espagnol comme langue enseignée. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez directement lui envoyer un mail, vous tombez du coup sur son adresse mail, vous lui envoyez un message et après, il peut accepter ou non de devenir, entre guillemets, votre professeur évaluateur. Soit vous décidez de faire appel, donc ça c'était comme dans mon cas de figure, à un professeur que vous connaissez déjà ou voilà un professeur avec qui vous avez voilà peut-être passé un certain nombre d'années, un professeur qui vous a beaucoup guidé, beaucoup soutenu et que vous pensez voilà qu'il pourrait justement soutenir votre projet. Donc là c'est le même principe, vous le contactez et lui va en fait faire une demande parce que s'il n'apparaît pas dans la liste, il va devoir envoyer une demande avec, il me semble, le code postal, le nom de l'établissement dans lequel il enseigne et une fois que cette demande est validée, là il pourra devenir professeur évaluateur. Attention, j'avais oublié de préciser, je reviens juste sur l'étape 3 pour les destinations, ça me revient, mais sachez que vous ne pouvez pas postuler pour n'importe quelle destination en fonction évidemment des langues que vous parlez, mais aussi des études que vous avez faites. En fonction de votre profil, on ne va pas vous proposer toutes les langues. Dans mon cas de figure, comme je ne parle pas le portugais par exemple, je n'avais pas comme destination le Portugal ou le Brésil. Et vous avez aussi des destinations dites non éligibles en raison de... alors, ce n'est pas vraiment expliqué, on vous dit pas pourquoi, mais j'avais des destinations par exemple en Afrique qui m'étaient refusées. Peut-être parce que les études attendues n'étaient pas celles que j'avais faites. Donc voilà, petite précision que je tenais à faire. Et enfin donc l'étape 5, l'étape des atouts, c'est peut-être l'étape sur laquelle je me suis le plus arrêtée. C'est vraiment l'étape où vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous n'avez pas pu dire avant, tous vos atouts en fait. Donc clairement vos atouts dans tous les domaines. Donc ça va être les atouts par exemple dans le milieu de l'enseignement. Si vous devenez assistant, a priori c'est pour voilà assistant de langue, donc c'est dans le milieu de l'enseignement. Donc tous vos atouts dans l'enseignement, ça peut être les formations auxquelles vous avez déjà participé, ça peut être aussi vos points forts, parler de vos points forts, de vos points faibles, votre expérience en général. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une lettre de motivation. Donc dans mon cas de figure, comme je souhaitais aller dans un pays hispanophone, j'ai envoyé une lettre de motivation en français et en espagnol.
Vous avez aussi la possibilité d'envoyer votre CV. Donc là pareil, j'ai envoyé mon CV en français et en espagnol. Et vous avez aussi une catégorie mes talents. Et là, donc vous aviez plusieurs talents aussi que vous pouviez donner. Alors il me semble qu'il y avait une catégorie, plusieurs catégories à choisir. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les étapes de la candidature. Une fois que vous avez validé toutes ces étapes, le dossier est automatiquement envoyé et ensuite reçu par le jury qui procédera à la sélection. Sachez donc que j'en suis un peu à la même phase que vous actuellement. J'ai pratiquement finalisé le dossier, donc il manque juste l'évaluation du professeur qui tarde un peu plus puisqu'il y a une phase d'attente d'acceptation. Surtout quand on crée justement un nouveau profil. Mais autrement, voilà. J'espère quand même que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle est surtout destinée bien sûr à ceux qui souhaitent postuler pour le poste d'assistant. Pour rappel, donc si vous avez entre 20 et 35 ans, que vous êtes de nationalité française et que vous êtes passionné du milieu de l'enseignement et des voyages, sachez donc que vraiment c'est une opportunité à saisir. Je ne vous garantis pas que vous serez choisi par le jury et il y a des destinations qui proposent moins de postes que d'autres. En Argentine par exemple, vous n'avez que 6 postes contre 20 postes en Colombie. Vous avez même des destinations avec seulement un ou deux postes de proposés, mais aussi des destinations qui sont plus demandées que d'autres. Donc tout est assez proportionnel. Mais encore une fois, qui ne tente pas le coup, eh bien ne pourra rien obtenir. Donc il faut quand même essayer, tenter sa chance. Et si ça ne passe pas cette année, peut-être que ça passera l'année suivante, puisqu'on peut refaire une demande l'année suivante si on n'a pas été accepté. Et bon bah écoutez, sur ce je vous laisse et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo où on continuera de parler un petit peu de programme pour pouvoir voyager et en même temps toujours rester dans le milieu de l'enseignement. Voilà, ciao ciao.